C'est toujours difficile de conclure parce que finalement, moi je vais vous dire juste ce que j'ai retenu et puis ce que je peux imaginer. Donc, ce qui est clair, c'est que vous avez ici en Bretagne, comme probablement dans d'autres endroits d'ailleurs, mais encore une fois, nous dans nos tours d'ivoire hospitalières, on n'est pas forcément au courant. Il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai l'impression, pour avoir discuté à midi avec certains, que pour vous aussi, c'est des découvertes. Et donc, c'est bien l'objectif de ces journées, c'est finalement de vous rendre compte qu'à côté de chez vous, il y a des gens qui font des choses super bien et que vous ne le saviez même pas. Ça veut dire qu'il y en a probablement encore d'autres. Et donc, tout l'intérêt de ces réunions, c'est déjà de se connaître, de voir qui fait quoi, et puis d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Parce que à la fin, on en parlait ce matin, ce qui compte, c'est pas forcément l'organisation en tant que telle, mais l'efficacité de l'organisation. Et ça, c'est l'étape d'après, comme toujours, quand on fait quelque chose, c'est de vérifier que ça sert à quelque chose, que ça marche. Parfois, malheureusement, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut trouver les trucs. On a compris ce matin que les réseaux de soins allaient bientôt mourir. Je les ai vus naître il n'y a pas si longtemps. Ils sont en train de mourir sous nos yeux, ce qui prouve bien que finalement les promesses n'ont pas forcément été tenues. Donc restons très 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 pragmatiques et l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer vraiment de faire quelque chose pour les patients. Alors, il y a des choses très simples qu'on peut faire et puis des choses compliquées. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de faire des choses compliquées ou plus exactement, on se met dans la tête que les choses sont compliquées, ce qui explique pourquoi on ne les fait pas, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas ci, pas ça, alors qu'en fait, ça peut être tout à fait simple. Alors moi, je vais reparler des choses qui ont pu m'interpeller ce matin, et enfin cet après-midi aussi, pour juste rebondir sur deux choses faites par deux CHU, un de Brest, un de Rennes. Et finalement, je voudrais juste vous souligner qu'il y a dans les deux démarches quelque chose de complètement opposé et de dissocié. Après, il va falloir faire le choix. Je ne prétends pas que ce que moi je vais penser est le bon choix, d'accord ? Mais juste, je vais vous expliquer pourquoi je mets le doigt là-dessus. On vient de nous montrer quelque chose qui, pour nous, en tant que nutritionnistes, est fondamental, c'est-à-dire de juger de la prise alimentaire du patient. On les pèse, mais avant même qu'ils maigrissent, le plus important, c'est est-ce qu'ils mangent. Comment on fait ça en pratique ? On vous a montré là, soit on questionne, mais c'est souvent un petit peu compliqué, soit finalement on regarde ce qu'ils ont mangé. On regarde ce qu'ils ont mangé par rapport à une offre qui est calibrée, et qui donc par définition est une offre dans laquelle on sait combien il y a en théorie de calories, combien il y a de protéines, ce qui nous permet, entre guillemets, de mesurer le déficit. C'est-à-dire, je vais vous le dire d'une autre manière, le gâchis de ce plateau repas est une information médicale. Et donc, ce n'est pas un gâchis d'argent. C'est un gâchis si par contre, on ne fait rien de cette information, qu'il ne mange pas, puis on s'en fout. Mais si on dit il ne mange pas, clac, d'accord, ça va nous coûter quelques centimes de nourriture, mais que par contre, je vais amorcer une démarche de soins, c'est quelque chose de fondamental. En regard de ça, je peux comprendre aussi la démarche de Brest qui dit « moi, je vais essayer », parce que je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais j'aimerais bien me tromper, je vous le promets, j'aimerais me tromper. Mais je crois qu'ils n'arriveront pas à faire une offre calibrée sur le patient. Et le risque, parce que je vous promets, on a eu nous aussi l'idée, on a fait ça. C'est une espèce de, dans notre jargon, ça s'appelle le château, pas le château, le chariot maître d'hôtel, un joli lapsus. Où finalement, alors on a fait ça dans un seul service, qui est le service d'oncologie. Quand ils sont hospitalisés, autant vous dire que quand on est hospitalisé avec un cancer, c'est que les choses sont assez mal engagées et que finalement, les carottes étant cuites, on ne va pas trop forcer les gens à manger puisque finalement, on sait que ça ne sert plus à rien.
Dans ce service, ils ont eu une volonté, qui est un vrai projet de service, de dire le repas est un moment angoissant pour les malades parce qu'on sait qu'ils ne vont pas manger, ou très peu, et donc c'est culpabilisant de voir qu'on jette quasiment tout. Et donc la réponse a été de dire, on va leur servir des toutes petites portions pour qu'ils aient plus cette culpabilité. Et moi, je peux tout à fait l'entendre. Ce n'est pas du tout un problème d'économie, hein. C'est vraiment un problème de... Je mets en numéro 1 l'affirmation, les carottes sont cuites. D'accord ? Et à ce moment-là, moi, ça ne me pose plus de problème que pour éviter le traumatisme de les peser ou de leur dire « vous n'avez rien mangé », finalement, on leur donne que le peu qu'ils peuvent bien accepter. Et donc là, on est dans du palliatif. Et c'est parfaitement logique, j'ai aucun souci avec ça. Ceci étant, on a observé aussi qu'avec le temps et le fait que les personnels avaient un peu changé, que le projet de service de certains, et ce n'était pas forcément le projet de service des nouveaux arrivants, on a vu les grammages se dégrader ou l'offre alimentaire se dégrader. Parce que l'objectif, on nous avait vendu ça aussi en disant, écoutez, ils auront un petit peu le choix, un petit peu comme on va au sel, vous voulez de ça, vous voulez de ça, vous voulez de ça. Mais si vous voulez que tout le monde ait le choix, il faut que le dernier du service, il ait encore le choix. Et ça veut dire qu'il faut qu'il reste des choses dans les barquettes, par définition. Et donc, on est bien, encore une fois, dans l'idée que ce n'est pas du tout l'objectif de limiter le gaspillage. Vous savez tout ce que je pense du gaspillage, d'accord ? Ce n'est pas l'objectif. Donc, encore une fois, il faut toujours se remettre dans ces idées. Parce que moi, j'ai entendu assez souvent des constructions intellectuelles de on va faire ça à coût constant. Bon, je comprends bien que dans la situation actuelle, on ne puisse pas demander plus, mais je vous dis qu'il est très peu probable que dans des grosses structures, lourdes, administrées comme sont les hôpitaux, on arrive à ça. Par contre, et je félicite, ils ne sont plus là malheureusement, mais l'EHPAD c'est Guingamp, c'est ça, hein, voilà. Évidemment, ils sont d'abord ultra volontaires, d'une grande volonté, d'une grande souplesse tout en étant assez ferme, si j'ai bien compris, avec le personnel, pour que les choses elles avancent, et tant mieux. Et c'est la démonstration vivante que c'est faisable. Mais moi, je pense que c'est faisable parce que, ils étaient de taille humaine, ce qui n'est absolument pas le cas de nos hôpitaux. Et donc, dans un hôpital, me dire on va réussir à faire mieux en économisant des sous sur un truc ou sur l'autre, c'est une vision administrative avec en ligne de mire, non pas le malade, mais les sous. Et moi, je propose simplement d'inverser les choses à partir du moment où on dit l'alimentation est un soin. Et je peux même aller plus loin, la nutrition artificielle, c'est-à-dire celle où c'est un tuyau, soit dans l'estomac, soit dans une veine, n'est pas un soin, mais est un traitement. Ça vous paraît insignifiant, la différence sémantique, sauf que c'est avec des définitions comme ça qu'on a pu arrêter les soins de, je ne sais plus comment il s'appelait, M. Lambert. En gros, on n'arrête jamais un soin, mais on peut arrêter un traitement quand il est futile. La nutrition artificielle est un traitement, la nutrition globale est un soin. Donc oui, nous sommes tous des soignants. Et nous sommes des soignants, pas forcément au service de celui qui achète la nourriture et qui organise tout le processus. On est des soignants au service des patients, pour moi qui suis un médecin, et puis pour ceux qui travaillent dans des EHPAD, pour les résidents. N'oublions jamais qu'à la fin, c'est ça. Surtout, n'oublions pas que le temps arrivant, passant, un jour, on sera de l'autre côté de la barrière. Moi, je le dis chaque fois que je fais un cours à des jeunes médecins, qui je dis, le cours que je vous fais, moi, je ne l'ai pas eu, parce qu'à l'époque, la nutrition, ça n'intéressait personne, et que mon objectif, à la fin de l'année, ce n'est pas que vous réussissiez vos examens. Je comprends bien que pour un étudiant, c'est ça qui l'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez des médecins bien formés, parce que dans quelques années, c'est vous qui allez me soigner, moi, et que j'aimerais bien que vous sachiez faire certaines choses.
Eh bien, dans quelques temps, on risque de se retrouver, nous aussi, en EHPAD, j'espère le plus tard possible et j'espère jamais, pour tout vous dire, mais n'empêche qu'il faut y penser. Et donc, la pression financière qui est sur toute la hiérarchie du système avec « c'est la faute à personne », il faut la dénoncer, c'est la faute à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui décide. Simplement, celui qui décide, en règle générale, il se cache. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il m'a fallu 15 ans pour savoir le prix des choses. Donc, moi, je suis d'accord pour faire toutes les économies de la Terre à partir du moment où je connais le chiffre. C'est-à-dire que si on me dit, voilà, le budget, c'est 1 million, machin, il faut qu'on fasse des économies, je veux bien accepter de discuter. Mais le truc de dire, on va faire des économies parce que les malades, ils ne mangent pas tout, ça, je n'accepte pas. Parce que c'est comment vous dire, en utilisant des mots qui ne soient pas vulgaires. Bon, je ne les trouve pas. Donc, on se fait avoir à ce jeu-là. D'accord ? Chaque fois qu'on vous dit « montrez-moi que la nutrition », pendant très longtemps, si vous voulez, moi je me suis laissé balader par des gens qui me montraient « montrez-nous que la nutrition, elle est ce que les Anglais appellent « cost saving », c'est-à-dire qu'en gros, c'est un soin qui finalement est justifié au sens que le coût du soin, eh ben, il sert à quelque chose. Et je ne vois pas pourquoi cette question, on nous la pose à nous, nutritionnistes, quand on la pose jamais à personne qui fait une médecine, entre guillemets, plus prestigieuse, d'accord ? Qui consiste, par exemple, à mettre de la chimiothérapie à des gens dont on sait que de toute façon, ils vont mourir parce que c'est la 3e cure de chimio et qu'on sait que statistiquement, les carottes sont cuites. À ceux-là, on ne leur a jamais demandé, on n'a jamais osé leur demander est-ce que ça sert à quelque chose de traiter un malade? Parce que les gens ont honte de cette question. Eh bien, ils n'ont pas honte, par contre, les mêmes, à vous dire il faut faire des économies. C'est bien qu'ils n'ont pas perçu l'alimentation comme un soin. Et je vous dis, allez lire ce papier du Lancet 2019 qui vous montre qu'un soin diététique de qualité, alors évidemment c'est les diététiciennes suisses, donc avec des moyens financiers à la Suisse, je ne veux pas vous faire de mal, mais je vous promets, moi qui habite pas loin de la Suisse, c'est pas les mêmes budgets que chez nous, d'accord ? N'empêche que, une fois qu'on a dit ça, ça sauve des vies. Vous devez absolument être reboosté, reconvaincu que ce que vous faites peut sauver des vies. Et que, sachant ça, toutes les autres considérations, et notamment les considérations financières, je m'assois dessus. Il faut bien comprendre que quand on est médecin, notre but du jeu, c'est de soigner les gens. C'est-à-dire que d'une autre manière, on a juré, devant le serment d'Hippocrate, de creuser le trou de la sécurité sociale. Parce que c'est ça l'objectif. Ensuite, il y a quelque chose qu'on ne vous dira jamais. Parce que ce que je vais vous dire est honteux. Mais je vous promets que les gens le savent. C'est que quand un retraité a une maladie dont il ne meurt pas, le coût du soin, il est dérisoire par rapport au coût de la retraite qu'il va falloir lui payer. Or, c'est la même caisse à la fin. Parce qu'on peut mettre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse primaire machin, il y en a tellement, je ne les connais pas toutes, mais à la fin, c'est toujours le même budget. Donc, quand en tant que médecin, vous prolongez la vie de quelqu'un, quel que soit le coût du traitement, vous creusez le trou de la sécurité sociale. Eh bien moi, je n'ai pas honte de ça. D'accord ? Il ne faut pas qu'on essaye de me la jouer là-dessus. Donc, l'argent n'est pas un problème, il faut simplement le redistribuer. Je suis bien d'accord pour dire, comme notre président à une époque, on met un pognon fou là-dedans, oui, mais on ne le met pas au bon endroit. Donc moi, je suis très révolutionnaire là-dessus. J'ai des collègues médecins qui roulent dans des très belles voitures. J'en ai moi-même une très belle, mais je ne la change pas tous les 6 mois. Moi, mon leasing, il est sur 4 ans. Et je trouve que je suis déjà un privilégié. Donc, les examens inutiles de nos collègues, il faut les arrêter. Évidemment, ce que je vous raconte est purement révolutionnaire et jamais ça sera fait quand vous regardez combien il y a de médecins qui sont élus en tant que représentants du peuple. N'empêche que la seule vérité, elle est là.
Quand un administratif vous dit, voilà, on met tant d'argent en France pour la santé, il a raison, le chiffre, il est certainement juste. On est probablement le pays qui dépense le plus. Le vrai truc, c'est que ça enrichit certains de nos collègues spécialistes. Voilà, vous avez compris que je vous disais que j'étais révolutionnaire, que ça peut aller extrêmement loin. Voilà. Ceci étant dit, j'espère quand même que vous avez appris plein de trucs, que vous allez rentrer chez vous ultra boosté avec plein d'idées. Peut-être que ce n'est pas les miennes qui sont les bonnes. Je ne prétends pas avoir le monopole des bonnes idées. Il y a des choses... Moi, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui, notamment que ce qu'on m'avait juré qui était impossible est possible, sous réserve qu'on veuille bien le faire. Pendant des années, on m'a dit c'est impossible de faire rentrer un légume dans une cuisine centrale parce qu'il y a eu de la terre dessus, donc on les achète déjà nettoyés, déjà lavés. Les œufs, la grande majorité des œufs, vous savez bien comment ils rentrent, hein, sous forme de poudre ou de liquide, parce qu'évidemment, il y a une poule qui a pondu un œuf par le même trou que... voilà. Bien sûr que c'est sale, la coquille d'un œuf. Et alors bon. Donc, on peut faire plein de choses si on a envie de prendre des risques, mais je leur ai dit tout à l'heure, ce qu'ils nous ont montré là à Guingamp est admirable, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui attendent qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, et le jour où il y aura une toxi-infection alimentaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a une il y a 1 an ou 2 à Toulouse, hein, je sais pas, ça a fait les scandales de la presse. Moi, je prie vraiment pour que ça ne leur arrive pas, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont voilà, leur tomber dessus. Donc encore une fois, je disais tout à l'heure, il y a une prime au lâche dans nos systèmes, hein, qui est, moins vous faites, moins vous avez de risques de faire quelque chose, et j'espère juste que vous allez prendre un peu plus de risques. Je vous rappelle que ce n'est pas pour vous que vous le prenez le risque, c'est pour les patients ou les résidents que vous avez au bout de votre action.